Richard Audier. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le directeur général du Fonds social juif unifié, le FSJU, qui publie un baromètre de la jeunesse juive de France, une étude inédite depuis 20 ans et qui porte sur 3 grandes thématiques: la santé physique et mentale des jeunes juifs, l'impact de l'antisémitisme depuis le 7 octobre et les motifs d'engagement dans la communauté et la société. Richard Audier, est-ce qu'on peut dire que le 7 octobre a été pour les jeunes juifs de France une sorte d'accélérateur de particules, à la fois en matière de confrontation à l'antisémitisme et d'affirmation identitaire et communautaire, à la fois comme juif mais aussi comme attaché profondément au présent et à venir de l'État d'Israël? Oui, ce qui est sûr, c'est que cette étude, elle a une 60aine de pages, donc c'est un baromètre vraiment profond, sociologiquement travaillé, on y reviendra. On a interrogé 1250 jeunes environ, en début janvier jusqu'en février. Et il y a effectivement 2 enseignements. Le premier, c'est l'évidence d'Israël, c'est-à-dire le lien absolument indestructible des jeunes juifs de France et d'Israël. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont y habiter, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir, ça ne veut pas dire qu'ils parlent hébreu, mais en tout cas, ce 7 octobre a définitivement, je pourrais presque dire, dissous la notion de diaspora pour les juifs de France. Je crois qu'il y a autour de 40% des personnes interrogées qui envisagent voilà, on va en reparler sur l'ALIA. 46% voilà. Et 42% pour faire leurs études. Mais ce lien, c'est une évidence, avec l'autre enseignement qui est bouleversant, c'est que ces jeunes ont été confrontés à l'antisémitisme pratiquement depuis leur entrée dans le monde scolaire, que ce soit dans le milieu universitaire, scolaire, dans la rue, par le biais d'actes. On va bientôt fêter les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher. Donc c'est une jeunesse qui a vécu avec l'antisémitisme violent, qui n'existait pas en fait à l'époque des dirigeants communautaires il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand on faisait une étude sur la jeunesse au Fonds social, il y avait eu, donc on se remet en 2000, il y avait eu un petit peu Carpentras, mais c'était un corps qui a été déterré, il y avait eu quelques actes, Copernic, etc. Mais il y avait pas un quotidien. Il y a eu la seconde intifada quand même. Il y avait eu la seconde intifada. Mais on était à des actes qui montaient et qui redescendaient. Là, depuis le 7 octobre, on est sur un plateau haut qui ne cesse de monter. On était à une centaine d'actes par mois depuis le 7 octobre. Au mois de mai, c'est plus de 200. Donc on a milliers d'actes antisémites. Et ça, c'est des actes antisémites qui sont recensés au SPCJ, c'est-à-dire qu'ils sont liés à une plainte. C'est-à-dire que la personne est allée poser une plainte au commissariat. Mais la violence que l'on voit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, la plupart des gens ne vont plus porter plainte, n'est pas référencée. Et donc cette jeunesse, elle vit dans ce milieu-là qui entend des personnes sur les réseaux sociaux, sur des actes, avec une violence et du préjugé. Et vous estimez que ça ne baissera pas, même si Israël et Hamas trouvent un accord dans les prochaines semaines pour une trêve ou un cessez-le-feu? Alors, juste avant moi, il y avait le Rav Sadin qui disait le peuple juif a toujours subi des attaques, il est toujours là. Donc, bien évidemment, nous sommes militants sur Radio J, sur Actu J, sur nos médias, le CRI, le Fonds social, l'OJE. Enfin, voilà, on est une partie militante et on est optimiste, sinon on ne serait pas militant. On pense que ça va aller. Pour autant, on ne peut pas vivre le judaïsme en France ou à l'étranger, c'est-à-dire aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, sans tenir compte de ce phénomène qui est absolument nouveau et dont les conséquences vont être un minimum sur 20 ans. Et cette phrase terrible de Johann Sfar à la fin de cette brochure: où que tu ailles, on te dira que ce n'est pas chez toi, ta liberté consiste à choisir l'endroit où l'on va t'agresser. Ouais. En fait, dans cette étude, dans ce baromètre, on a eu énormément de sociologues, on a eu tous les mouvements de jeunesse, les écoles juives. Et on a eu également la chance d'avoir Johann Sfar qui, d'un trait de plume, c'est le génie du talent, le génie du créateur, du dessinateur, de résumer une situation. Et c'est vrai que là, aujourd'hui... qui se noie dans sa baignoire au fur et à mesure des planches. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes... Alors, on disait pendant longtemps, et c'était le titre d'un livre d'Émilie Fraîche, Le colibri dans la mine, les Juifs sont des indicateurs. C'est une évidence. Simon Wiesenthal disait: ce qui commence avec les Juifs ne s'arrête pas avec les Juifs. Mais nous, on le sait, mais l'extérieur ne veut pas le comprendre. Pourtant, ce qui a démarré le 7 octobre, ou ce qui a démarré il y a 20 ans avec la montée de l'antisémitisme, c'est une déliquescence des démocraties, des républiques. La justice ne passe pas, il n'y a pas de réponse pénale, on ne protège pas nos enfants, il y a de l'injustice. 20 ans après, on a l'ambiance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, post-7 juillet, cette fois-ci, pas 7 octobre, avec à la fois des propos insupportables, des comportements à l'Assemblée nationale de personnes qui sont inqualifiables pour représenter la République. Et nous, on va devoir gérer collectivement, c'est-à-dire les médias juifs, mais aussi les groupes, les mouvements de jeunesse, les écoles. Une jeunesse qui a été élevée là-dedans, qui était biberonnée à un monde qui lui dit on ne te veut pas.
Le président des éclaireurs israélites, les EI, Jérémy Haddad, explique dans ce document que le 7 octobre a tout changé, je le cite, la dimension existentielle du pays pour l'avenir du peuple juif. Le pays étant, en l'occurrence Israël, qui s'était un peu perdu, a repris sa place dans les consciences de tous. Vous partagez son analyse ? Oui. Alors, il y a deux phénomènes sur ce sujet-là. Le premier, c'est que la communauté juive de France, elle a énormément de liens familiaux en Israël. Et on ne s'en rendait pas forcément compte. C'est-à-dire que toutes les familles, au minimum séfarades, qui venaient du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie, c'était des familles très nombreuses et ils ont 1, 2, 3 oncles, frères qui est parti en Israël. Peut-être que les relations ne se voyaient pas, mais quand il y a eu le 7 octobre, ce lien-là, il était évident parce que tout le monde avait dans sa chair un membre de sa famille qui était connecté. Pour les autres, qui était soit à l'armée, soit qui était déplacé. Bien évidemment, je ne parle pas que des séfarades. Moi, je vois... Je ne vais pas faire le symbole de l'Ashkenaz, mais on avait de la famille aussi, mais des amis. Et en fait, notre communauté, elle s'est rendue compte que ce lien avec Israël, au-delà même des vacances, au-delà même de la littérature, au-delà même de l'hébreu, il était direct. Et on est vraiment à une personne de quelqu'un qui a été kidnappé à Nova, qui est décédé à Rafah ou à Khan Younes, qui est sous les bombes à Metula. Et ce lien-là, en fait, on veut nous le nier d'abord, des deux côtés presque, parce qu'on personne ne comprend cette affection qui est là, et en même temps, on vient toucher nos âmes. C'est-à-dire qu'on vient toucher le cœur même en fait, de notre identité. C'est-à-dire qu'un peuple qui a été dispersé depuis des milliers d'années, mais cette notion de peuple, âme Israël, on le retrouve absolument depuis le 7 octobre. Et Jérémy a raison, on le voit dans les colonies de vacances. On est parti ce matin et hier avec le département de Noé de la jeunesse qui a travaillé sur l'étude ici, dans les colos, et c'est l'obsession des parents, c'est l'obsession des enfants. Comment on se comporte, comment on fait ce lien avec Israël. En fait, on découvre aussi un pays. Les Français découvrent un pays, Israël. Ils connaissaient Tel Aviv, ils connaissaient Jérusalem, parfois Ashdod, Haïfa, mais ils ne connaissaient pas ce pays. Donc là, ce lien, il est renforcé. Richard Audier, vous parliez à l'instant du choc du 7 juillet. Vous évoquez dans cette brochure le retour d'un syndrome de 1928. Est-ce que vous pouvez expliciter ? Oui, je ne veux pas faire l'obsédé de la Shoah. Et justement, l'éclairage qu'on a, c'est d'avoir mis un halo trop fort sur la Shoah. C'est un peu le livre de Georges Bensoussan, l'héritage d'Auschwitz. On met trop de choses sur ça. Et en réalité, si on regarde bien les événements, le syndrome de mai 1928, il est à analyser, à prendre en compte. Et nous, les Juifs, on est là pour ça. Et c'est quoi le syndrome de mai 1928 ? C'est qu'en mai 1928, il y a un petit parti politique extrémiste qui fait 2,8% des voix. Il a un leader qui s'appelle Adolf Hitler. Le monde entier ne réagit pas. On ne comprend pas qu'avec 2,8% des voix en 1928, on va être capable, 5 ans après, de prendre le pouvoir. Et nous, les dirigeants communautaires que nous sommes, les militants, on doit alerter, solliciter, harceler les pouvoirs publics, nos présidents, nos députés, nos maires, en disant « mais vous êtes fous, vous jouez avec le feu, vous jouez avec nous ». Le juif est devenu la variable d'ajustement de la République et de la liberté. Ce n'est pas possible, parce que nous, on a ce syndrome de 1928. On sait que des salopards, même avec 2,8% des voix, sont capables à un moment de faire basculer les démocraties. Et c'est ce signal-là universel, pleinement universel, et donc pleinement juif, qu'on doit partager, à la fois avec nos enfants, avec nos jeunes, leur expliquer pourquoi on est aussi virulent sur les populistes, sur les extrémistes, parce qu'on sait que jouer avec le feu, à la fin, il peut y avoir un danger majeur. Signal qui n'a pas été écouté, en l'occurrence, par le Parti socialiste. Si avec le Parti socialiste, on pourrait aller vraiment... je veux dire, quand le président Macron, le 23 octobre, appelle une coalition pour lutter contre l'islamisme radical et le Hamas, 6 mois après fait le boycott de Rosatori, le président a donné l'exemple de ces atermoiements. Si je prends l'exemple du Parti socialiste avec Raphaël Glucksmann, qui était un garçon incroyable, que je connais très bien, qui est intègre, militant, mais qui vient se compromettre avec LFI, c'est pas possible. Quand on voit des candidats Rassemblement National, qui sont liés au GUD, parti financé par Poutine et foncièrement raciste avec le GUD, avec M. Châtillon, etc., c'est mélange des genres. Alors c'est vrai qu'on est perdu, et c'est ça l'observatoire. On est perdu dans ce monde, et en fait, nous, et j'en parlais avec Nelou, votre rédacteur en chef, en antenne. En fait, le rôle aujourd'hui des médias communautaires, des dirigeants communautaires, c'est de prendre le calme, regarder l'histoire, prendre du temps long, observer, analyser, voir les conséquences. Et c'est très difficile. On le voit dans l'histoire de Yavne. C'est une hystérie collective, ce que je comprends. Mais nous, on doit prendre le temps, comme vous le faites à l'antenne, d'expliquer les choses, d'avoir une information fiable. On est autant des fake news.
Voilà, être juif, c'est ça. C'est de remettre en cause des vérités qu'on nous balance et en même temps se rappeler que derrière nous, il y a 3500 ans d'histoire et j'espère quelques dizaines de millions d'années devant. Et ça, c'est un enjeu majeur dans un monde qui est TikTok, réseaux sociaux, etc. Sur le dossier, une parenthèse sur le dossier, Yavneh, la rédaction poursuit son enquête pour être le plus factuel possible sur ce qui s'est déroulé. Philippe Lévy, le directeur général du département jeunesse du FSJU, se montre assez pessimiste sur l'avenir des Juifs en France. Sa situation se dégrade incontestablement selon lui et elle requiert l'engagement et le courage de la jeunesse confrontée à la fois à une intifada sur les campus et sur les espaces numériques. Et vous, Richard Odier, est-ce que vous parvenez à vous projeter? Et plus fort encore, est-ce que vous parvenez à projeter un avenir, à envisager un avenir en France pour vos enfants ou vos petits-enfants? Alors, je vais vous dire, nous, au Fonds social, on a essayé de se dire que notre objet, notre mission, pourquoi on existe, pourquoi on a créé ça il y a 75 ans, c'est de dire qu'on veut maintenir une vie juive en France. C'était ça notre but et on a écrit ça avec Ariel Goldman et l'Assemblée du Fonds social il y a 5 ans. Aujourd'hui, on va remettre en question ça. On réfléchit, on est en train de bâtir des scénarios justement autour de ce syndrome de 1928. Quels sont les signaux que l'on a? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais donc il faut changer de logiciel. Il faut absolument changer de logiciel. On a été bercé d'erreurs en réalité. Parce qu'on était installé, si je prends l'exemple au Fonds social, 100% pratiquement des salariés, des bénévoles, on en a parlé depuis le 7 octobre, ont des parents ou grands-parents qui sont pas nés en France. Et 100% de ces parents ou grands-parents qui sont pas nés en France se sont dit « Ah, enfin, on pose nos valises. C'est le pays de Lévinas, on se bat pour un capitaine juif, c'est la moitié du pays. » Et là, 100% de ces mêmes personnes, quand ils ont la chance d'avoir leurs parents, leurs grands-parents, voient leurs enfants se poser cette question-là. Mais on va pas dire ça que c'est normal. Le mal existe, cette souffrance existe. Alors on va voir ce qu'on en fait, mais on ne peut pas être les bras croisés et se dire la vie continue, on est une institution, on est tout content. Non, c'est pas possible. Je rappelle que le mot même du sionisme par Ben Gurion, c'était quoi? C'était s'adapter à la situation, gérer le momentum. Donc si on se dit sioniste tel que nous sommes tous autour de la table, en fait, nous, notre vision, notre vocation, c'est de gérer le momentum. Qu'est-ce qui se passe? Et prendre les bonnes décisions. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement face à la multiplication de ces crises ces dernières années? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évolution dans l'accompagnement des jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes? Je vous donne 3 exemples rapides. Le premier, c'est qu'on voit une prépondérance insupportable des réseaux sociaux et du harcèlement sur les réseaux sociaux sur nos enfants. On se disait le peuple du livre, on est devenus les dingues de TikTok et de WhatsApp, sachant que TikTok est quand même un outil de propagande chinoise. Telegram, c'est Poutine. Enfin, il faut qu'on contrôle nos enfants dans le bon sens du terme, c'est-à-dire leur donner une limitation, comme pour le kasher, on ne mange pas de porc, on ne dit pas que le porc c'est malsain, on dit juste qu'on ne le mange pas. Peut-être avec les réseaux sociaux, on va dire que c'est malsain, mais on protège. Deuxième évidence, c'est aussi sur l'alcool et les drogues. Ce qui est très frappant. Très frappant. Les addictions. Voilà, on se dit, c'est un kiff de boire à Shabbat. Mais d'où c'est un kiff de boire à Shabbat? Si on nous dit à Purim, tu bois 4 coupes, c'est que c'est bien le fait qu'on ne doit pas boire 4 coupes, à Pessar, pardon, ou de se saouler à Purim, pardon. Ouais. C'est qu'on avait des limitations pour ne pas le faire ailleurs. Aujourd'hui, on voit qu'on a pris une habitude d'alcool et on le voit dans ces jeunes. Je crois qu'il y a 86% notamment qui utilisent et ne pas voir ça. C'est ça. Hein. Voilà, exactement, l'alcool. Donc, si on ne laisse pas une prévention par rapport à ça, à ces déviances, on va aussi avoir des jeunes en difficulté. Et puis, effectivement, troisième enseignement, c'est sur ce sujet de l'antisémitisme et ce potentialité de risque de vivre en dehors d'Israël. Est-ce qu'on continue à bâtir des écoles juives? Est-ce qu'on continue à avoir des radios juives? Est-ce qu'on continue à avoir du kasher, des restaurants? Vous avez un doute sur cela? En tout cas, on doit l'évaluer et on doit se poser la question. Ça serait inadmissible qu'on ne se pose pas objectivement la question, au calme, dans des concaves fermées, avec des études, avec des chiffres, comme on l'a fait avec l'Observatoire, avec des gens qui se posent les questions. Est-ce qu'il est pertinent d'ouvrir une grande école on doit se poser toutes les questions. On doit se poser toutes les questions sur l'immobilier, sur l'école, sur les médias, sur la culture. Voilà, on doit ouvrir le champ et ne pas être un dirigeant communautaire qui se pose ces questions. Aujourd'hui, on serait dans l'erreur et les jeunes nous le disent. Ils nous le disent. Vous nous avez donné un monde en danger, en excès, en extrémisme. Aidez-nous à bâtir un monde meilleur. C'est notre rôle. Merci beaucoup Richard Odier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds social juif unifié qui publie un baromètre de la jeunesse juive de France. Dossier disponible également en ligne. Il est d'ailleurs beaucoup plus complet encore en ligne, même si celui-là est déjà très complet avec 56 pages. Merci à vous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.